Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de la deuxième chance. Bonjour Guillaume. Bonjour Elisabeth. La semaine fut bonne. Excellente et pleine de surprises. Pleine de surprises que nous vous réservons aujourd'hui. C'est une émission consacrée à la musique. Alors on dit que la musique adoucit les mœurs, elle apporte aussi la joie, l'espoir et elle permet à ceux et celles qui sont atteints en plein cœur dès leur plus jeune âge de réaliser leurs rêves, leurs passions. C'est le cas de nos invités aujourd'hui, en tous les cas de deux d'entre eux. J'ai le plaisir de recevoir Ghislaine Huchard, qui est lauréate de l'ADI. Elle nous expliquera son parcours, une enfance peu banale, une vie sous le signe de la débrouillardise. Et Ghislaine a réussi à concrétiser son rêve, celui de créer une école de chant et de musique. Et puis, on ne la présente plus. Elle a été parfois caricaturée. On a dit d'elle qu'elle était la reine du bal musette. Elle a été l'égérie branchée de Jean-Paul Gaultier. Elle a été la muse des coureurs et des mineurs. Mais est-ce que vous savez qu'Yvette Horner, puisqu'il s'agit d'elle, la femme aux doigts d'or, s'est produite dans les plus grandes salles de concert, passionnée par le piano dès son plus jeune âge. Elle vous racontera son parcours extraordinaire auprès des plus illustres chefs d'orchestre. Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui avant de s'envoler pour la Chine, pour promouvoir l'art français contemporain, eh bien, va nous parler du projet qu'il a nourri avec Yvette Horner, justement, la vente spéciale 28 mai à Paris, à Drouot, du vide-grenier magique d'Yvette Horner. Et enfin, Thierry François qui a créé il y a peu de temps à Paris la plus vibrante école de gospel. Nous sommes tous très heureux de vous accueillir. Alors tous, à votre niveau, vous concrétisez ce rêve, cette passion de la musique, de l'art. Et nous sommes allés interroger quelques Français et nous avons découvert qu'en matière de musique, les goûts des Français sont extrêmement éclectiques. Regardez. Moi, mon instrument préféré serait le saxophone parce que c'est l'instrument qui est plus à même de retranscrire les sentiments et pas de plaquer une rythmique sur un morceau. J'aime le saxophone parce qu'il dégage beaucoup d'émotions et parce que il fait partie intégrante de nous-mêmes puisque c'est nous qui donnons notre air et notre vie. Alors moi, mon instrument de musique préféré, c'est le violoncelle. C'est un instrument dont j'aime le son, j'aime la sensualité que ça dégage. Et je suis violoncelliste depuis toute petite, donc je suis très proche, très intimement liée à cet instrument. J'ai plein d'instruments de musique préférés, j'en préfère pas un en particulier, mais s'il y en a un vraiment à choisir, ça serait vraiment la basse, parce que ce qui englobe le son et ce qui fait vibrer vraiment dans un groupe, je trouve que c'est la basse. Alors j'aurais tendance à dire le piano parce que j'en ai fait 4 ans et que c'est un instrument qui demande quand même une certaine connaissance de la musique. Bonjour Yvette Horner. Bonjour Guillaume. Alors votre instrument préféré, c'est quoi? Moi, je vais vous dire une chose. Ça va être un scoop? J'aime tous les instruments à partir du moment où, bien sûr, c'est joué, si j'ai bien joué. Mais tous les instruments ont de la valeur. Et dans mes préférés, dans ce qui me touche au cœur, tous les instruments d'ailleurs me touchent au cœur, mais le piano et l'accordéon. Ah, ce ne sera pas une surprise. Vous incarnez, c'est peut-être pour ça que vous incarnez à vous seul le monde de la musique aujourd'hui, pour toutes les générations. Et je crois que c'était pas gagné d'avance, parce que votre papa a dit un jour, si elle fréquente les bals, je lui couperai les jambes. Drôle de menace. Vous l'avez pris au sérieux? Exactement. Ben, je n'ai rien osé dire parce que j'ai été élevée très, très sévèrement avec un débordement d'amour magnifique. Donc voilà, petit à petit, seulement quand j'ai pleuré pendant près de 2 ans, 3 ans pour ne pas prendre l'accordéon parce que je voulais rester, puisque je faisais des concerts où j'ai joué du Debussy, du Liszt, du Granados, etc. Moi je pensais faire une carrière de pianiste, etc. Mais à l'accordéon je m'y suis mise parce que mes parents me l'ont imposé, mais je jouais que des ouvertures d'opéra. Je ne pouvais pas jouer de passo doble, de valse, choses comme ça. Je ne pouvais pas. C'était pas sérieux. Alors, donc j'ai travaillé comme ça. Voilà. Et puis un beau jour, j'ai entendu à la radio, c'était Adolphe de Prince qui a joué un morceau de concert. J'ai dit, ah, mais à l'accordéon, on peut faire de belles choses aussi.
Alors, c'est alors que je me suis mise à travailler cet instrument. Et je ne le regrette pas du tout, parce que chaque fois que je tire le soufflet, c'est un battement de mon cœur. Et vous assumez ce titre de reine du bal musette? Oui. C'est plutôt, on doit dire majesté, quoi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Dans la musique populaire, il y a une source de valeur qui a son inspiration. Il y a une inspiration dans cette... il y a une source de valeur dans la musique populaire. Est-ce que le chant vous a déjà tenté? Pardon? Est-ce que le chant vous a déjà tenté? Est-ce que vous avez eu envie de chanter? Au début, j'ai chanté, j'ai dansé, en m'accompagnant au concertina. Vous avez eu une formation très classique. Voilà. Et puis, les contes d'Hoffmann, les yeux noirs, non, c'est ça. Et puis, le chant. Et puis après, alors... Et le gospel, ça vous a tenté? Ah, j'adore. Eh bien, on vous a réservé une petite surprise. Une jolie surprise. Une magnifique surprise. Les Gospel Singers, en direct sur la deuxième chance. Un chœur dirigé par Terry François, qui va nous interpréter tout de suite His Name Be Glorified de Carole Simbala. C'est à vous, Terry. Merci Terry, venez nous rejoindre autour de cette table. Ce qui est extraordinaire, je crois que vous tous, vous l'avez ressenti, c'est la joie. C'est magnifique, c'est harmonieux, c'est joli, c'est bien, l'arrangement est très bien fait. Merci. Eh bien. Alors Terry, vous avez vu comment il bouge? Vous nous raconterez tout à l'heure. Oui, absolument. Pierre Cornel de Saint-Cyr a été très impressionné par vos mouvements. Mais Terry est d'origine antillaise et il nous racontera justement son parcours qu'il a mené dans des contrées très lointaines pour découvrir le gospel.
je voudrais juste revenir sur une chose, Yva Turner. Quand on a parlé tout à l'heure du piano, de votre passion contrariée pour le piano, il faut quand même savoir que vous avez commencé donc le piano à l'âge de 4 ans, comme Ghislaine, qu'à l'âge de 9 ans, vous n'hésitiez pas à aller sur les routes avec votre maman pour faire 900 km par semaine pour le conservatoire de Toulouse. Pour les études, oui. Voilà, donc c'était une vraie passion. Mais je voudrais revenir à l'accordéon. Il y a un mot que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas et qui vous révolte. C'est quand on dit de l'accordéon que c'est le piano du pauvre. Vous pouvez en quelques mots me dire votre sentiment là-dessus? Parce que vous savez, l'accordéon est né en 1829, n'est-ce pas, à Vienne. En 1830, il a fait son entrée dans la capitale. Et puis alors, c'était vraiment l'instrument de la haute bourgeoisie. Et ensuite, en 1890, il est arrivé dans la classe populaire, c'est-à-dire qu'il était à la portée de toutes les bourses. C'est pour ça que l'on dit, bon, c'est l'instrument de... Parce que l'instrument peu cher, c'est ça? Oui, à ce moment-là. Oui. À ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est très cher. Non, c'est important. C'est un vrai instrument. Moi, je joue sur les instruments Cavagnolo et vraiment, c'est perfectionné. Justement, on reviendra sur ça tout à l'heure. On évoquera ces instruments que vous allez vendre, Pierre Cornette de Saint-Cyr, dans votre vente. En ce qui vous concerne, Ghislaine, vous avez donc été touchée par la grâce, l'amour du piano à l'âge de 4 ans. C'est une véritable histoire d'amour qui est née entre le piano et vous. Et vous êtes allé au bout de cette histoire malgré des événements familiaux qui n'étaient pas faciles. Vous avez eu une enfance douloureuse. Je vais résumer peut-être en quelques mots. Un papa que vous n'avez pas eu la chance de connaître, une maman qui a été adoptée quelques années après la guerre et qui toute sa vie a été à la recherche de sa véritable identité, ce qui a expliqué peut-être un refus d'assumer cette maternité. Les personnes du baby-boom, donc qui ont été adoptées après la guerre, à cette époque-là, on ne disait pas aux enfants qu'ils avaient été abandonnés. On le cachait le plus longtemps possible, mais le jour où ils l'apprenaient, et bien souvent par hasard, là, le choc était terrible, mais non seulement pour eux, mais aussi donc, pour les petites filles, surtout adoptées, pour les enfants de ces enfants-là. Ouais, donc, ce qui a entraîné des répercussions sur la vie que vous avez menée. Voilà, mais et celle de mes frères aussi, on était 3. Oui, puisque vous étiez 3 enfants. Mais au milieu de tout ça, il y avait un pilier, le chêne de votre vie, votre grand-père qui a eu un destin exceptionnel. Oui. Alors mon grand-père, lui, était mécanicien dans son jeune temps. Et puis, arrivé la guerre, il est entré dans la résistance immédiatement. Et au point de devenir, moi j'ai toujours entendu cette expression, chef résistant de la Seine-et-Oise, qui comprend maintenant tous les départements, absolument. L'Essonne, les Yvelines, la Seine-Saint-Denis, c'est un gros croissant autour de Paris. Et donc il envoyait des copains qui habitaient dans toute cette région en mission pour faire des missions de sabotage, quoi, voilà. Et donc un grand-père qui était dans la résistance, qui a été déporté et qui toute sa vie s'est occupé de vous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a souhaité que vous entriez au pensionnat de la Légion d'honneur. Alors non, il l'a jamais su en fait, parce que non, il est décédé, j'avais 6 ans, donc il n'a pas eu le temps de me voir rentrer dans les maisons de la Légion d'honneur. Mais lui qui avait toujours refusé cette décoration, ma grand-mère l'avait poussé à aller la chercher finalement. Et ben cette décoration m'a permis à moi d'être éduquée dans les maisons de la Légion d'honneur. Voilà. Vous allez nous raconter cet épisode qui a été une aventure importante dans votre vie, mais je vous propose tout de suite d'aller à la rédaction pour le Flash Info et on se retrouve tout de suite après sur ce plateau. D'accord. C'est de musique qu'il s'agit aujourd'hui. Nous sommes de retour sur le plateau de la deuxième chance avec nos invités, Yva Turner, maître Pierre Cornette de Saint-Cyr, Thierry François et Ghislaine Huchard qui était en train de nous raconter justement son parcours difficile. En effet, ça n'a pas été facile, Ghislaine. Vous êtes donc entrée au pensionnat prestigieux de la Légion d'honneur, mais où l'éducation est très très stricte. Oui, c'est très dur. Très rigoureux au départ, après on s'y fait, mais au début dur. Avec cependant une ouverture, une fenêtre, la joie de découvrir le piano. Oui, heureusement qu'on avait des activités extrascolaires possibles. Et moi, sans piano, j'aurais jamais tenu là-bas, c'est clair. Alors, pour vous, ça a été l'osmose complète avec le piano. Et vous avez suivi les études à la Légion d'honneur jusqu'au bac. Oui. Et
En 1990, l'année où vous avez passé votre bac, que s'est-il passé? Il y a eu un événement extraordinaire qui vous a marqué. Oui, alors j'ai eu la chance d'être choisie par nos professeurs de musique à la Légion d'honneur pour pouvoir jouer devant François Mitterrand qui nous rendait visite chaque année. Et on m'a fait interpréter le concerto d'Édouard Grieg qui est une œuvre magnifique. Et c'était un moment très privilégié parce que jouer avec un orchestre pour la première fois, c'était la garde républicaine qui nous accompagnait. D'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie que ça m'était arrivé. On ne verra jamais. On devrait voir quelques images qui devraient s'insérer dans l'écran plasma derrière vous, où on vous voit justement en train de saluer François Mitterrand. Et on a essayé d'ailleurs de retrouver autre chose que des photos et les archives n'ont pas pu nous les fournir. Alors, à partir de... Bon, si la régie, voilà, on voit une image là de vous en train de là, je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer, voilà. Voilà. Alors, Ghislaine, après la Légion d'honneur, on a l'impression que votre vie part à la dérive et vous devenez un petit peu ce que vous m'avez dit en préparant l'émission, une traîne la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de petits boulots? Alors, c'est pas le cas de toutes les élèves. Hein. Non, c'est parce que voilà, moi, effectivement, n'ayant pas de père, une maman plutôt absente, j'ai dû travailler tout de suite, en fait. Donc, mes études de musicologie ont été très vite interrompues. Et puis, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été serveuse, enfin tous les petits. D'ailleurs. Oui. Vous avez été nounou. C'était un épisode de oui. Alors, on la voit avec le chef de l'État, François Mitterrand, qui vous salue. Oui. Très bonne pogne. Alors donc plein de petits boulots, vous avez même failli devenir ouvreuse à l'Opéra Bastille. Oui, alors là c'était une période plutôt difficile, mais ça c'était la joie de pouvoir aller à l'Opéra Bastille souvent. Un ami que j'ai rencontré qui travaillait là-bas me permettait d'y venir régulièrement. Et de suivre toutes les répétitions. Les répétitions avec les figurants de nuit, c'était côtoyer le monde du spectacle et ça c'était fabuleux. Et alors après votre vie s'éclaire parce que vous parvenez à intégrer une école privée pour y donner des cours et là, comble du bonheur, votre piano vous suit. Oui, alors mais je l'ai traîné dernièrement partout, à tel point qu'un jour un psy m'a dit mais c'est votre doudou, votre piano. Un peu encombrant, mais c'est vrai. Et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de musiciens, les instruments de musique deviennent nos compagnons à vie. Oui, oui, c'est clair. Une série de galères, les années passent et puis vous avez votre projet, le piano est au cœur, le chant est au cœur aussi et grâce à l'ADI, vous réalisez votre rêve, c'est de créer une école de musique. Voilà, et l'école de musique, en fait, elle est venue par la galère, finalement. Parce la galère, il faut rappeler, divorce, chômage, petit boulot qui s'arrête. Jeune maman seule pour éduquer ses enfants. Donc, seule avec 2 enfants, en train de divorcer et voulant créer une entreprise, on m'a dit, mais non, n'y va pas. Et avec un physique très très jeune, donc pas prise au sérieux. Du tout par les banquiers, c'est ça. Merci. Oui, c'est vrai que c'est un peu, c'est bien, c'est flatteur de voir que on nous croit toujours un peu plus jeune que ce que l'on est, mais c'est handicapant quelquefois parce que on n'a pas beaucoup de crédibilité face aux gens. Je crois que vous avez surmonté votre handicap. On est allé vous voir sur place dans votre école de musique pour voir ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Regardons. Pas besoin de s'énerver, c'est que pour se détendre justement. Sol, la, mi, 4, oui. 4, 2. Pouce. 4, 2. Pouce. 4, 2. Pouce. De Vincent pouce. 3, 4, 2. Pouce. Bien. Pouce, 3. Je travaille dans une entreprise d'informatique sur la zone de Courtabœuf et l'avantage de Frisson, c'est que ça permet de sortir de l'entreprise tout en restant sur la zone de Courtabœuf. Ça permet d'avoir une vraie coupure par rapport au restaurant d'entreprise et au petit café qu'on prend souvent derrière. Donc c'est l'avantage. En plus, ça permet d'apprendre un instrument de musique et de gagner en compétences en ayant une approche de la musique très différente. Donc c'est très agréable.
cette espèce de concept où on est ici dans une espèce d'énorme bulle avec plein d'entreprises et des gens qui ne savent pas trop quoi faire entre midi et 2 heures. Donc on pourrait leur amener, c'est ce qu'on fait déjà maintenant, on leur amène la possibilité de découvrir la musique, de découvrir un instrument de musique. J'ai des élèves qui ont 50 ans, qui touchent pour la première fois de leur vie un instrument. Ils ont plus de mal, mais le but, ça n'est pas de devenir un virtuose. Le but, c'est d'arriver à se faire plaisir et d'arriver à s'intéresser à un univers musical qui est passionnant une fois qu'on est rentré dedans. C'est une école toute neuve, donc effectivement, il faut faire vivre les petites entreprises qui démarrent. Et quand en plus elles ont des concepts originaux, il faut absolument en parler et le faire savoir. Manifestement, ça plaît beaucoup. Frisong, c'est le nom de votre entreprise. Frisson. Que vous avez créé grâce à l'ADI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et comment l'ADI vous a aidé? Oui, sans l'ADI, j'aurais jamais pu arriver à monter cet espace musical. En fait, comme je le dis régulièrement, on a les Restock du Cœur grâce à Coluche, et puis on a les Crédits du Cœur grâce à l'ADI, Maria Novak, qui a fondé cette association du droit à l'initiative économique. C'est vraiment le tremplin quand on est à la rue pour pouvoir créer et obtenir un crédit, parce qu'on n'a droit à rien quand on est au chômage, on ne peut pas bénéficier de crédit, et là avec l'ADI on a accès à ça. Vous êtes parti, vous avez 9 mois, enfin Frisson a 9 mois. 9 mois d'activité. Quel est le premier bilan? En fait, les élèves ont commencé à affluer à partir de janvier. Avant, il a fallu faire de la communication, bien entendu. Et depuis janvier, le bilan, il est plutôt positif. Je ne me rémunère pas encore. Moi, je suis toujours demandeur d'emploi. C'est un paradoxe qui existe pour beaucoup de créateurs comme moi qui démarrent et qui ont l'aide de l'ADI. Ça veut dire que vous continuez à percevoir les OCD? Exactement, et c'est avec ça que j'arrive à vivre, parce que en créant, évidemment, on a beaucoup de frais, les premiers, et puis il faut payer les professeurs. Vous avez combien de professeurs? Il y en a 9 maintenant. Oui, ça devient donc une structure ça devient extrêmement sérieuse. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le regard des autres a changé? Vous êtes devenu chef d'entreprise? Oui, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, être chef d'entreprise. Surtout quand on démarre de cette façon-là. Quand on a déjà un capital et que l'on démarre avec derrière soi du monde, des partenaires, etc., ça veut dire quelque chose. Là, non, je me considère comme créatrice pour le moment. Je serai chef d'entreprise quand je serai capable de me rémunérer. C'est pour bientôt. Quelles sont pour vous les prochaines étapes? La rémunération d'abord? Voilà. Déjà, dans un premier temps, multiplier le nombre d'élèves. Alors, bon, je pense. Vous en avez combien aujourd'hui? Là, une petite quinzaine, plus les toutes petites chorales qui sont des groupuscules minuscules, on va dire ça comme ça, dans les entreprises, voilà. Alors, vous avez évoqué le mot de chorale, peut-être un jour des cours de gospel chez Frisson? Oui, mais c'est ce qu'attendent les gens, justement. Et en fait, le concept Frisson, c'est bien de s'adapter aux besoins des personnes adultes qui ont envie d'apprendre un instrument, qu'on a toujours rêvé, qui l'ont jamais fait. Ce qui est un concept totalement original. Alors, Thierry François, vous avez créé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, une école de gospel à Paris. On dit que c'est l'école la plus vibrante, d'ailleurs, c'est comme ça que vous communiquez. Oui. Ça a été pour vous une façon de réaliser votre rêve? Absolument, c'était un rêve depuis l'âge de 22 ans. Je suis parti faire mes études à la Jamaïque et il fallait un projet, et ce projet c'était créer une école, mais j'ai vite oublié ce projet, et en arrivant en France, donc j'ai eu cette occasion, l'occasion s'est présentée, donc j'ai commencé. Donc. Le gospel est quand même très influencé par la musique spirituelle noire et aussi par la lutte qu'ont dû mener les Noirs. Oui. Le gospel est né, je crois, au 7e, 8e siècle. Bien, en fait, il y a une différence entre le gospel et le négro spirituel. Alors, je voudrais justement que vous nous l'expliquiez, cette différence que peu de gens connaissent peut-être. Alors, sans vouloir jouer une autorité dans le domaine, je dirais que le négro spiritual, c'est le chant des esclaves qui est né de la souffrance, et le gospel donc est venu bien plus tard. C'est plus un chant de joie en fait, c'est l'expérience chrétienne. Donc ça avec se une chante musique à l'église. Plus païenne.
plus païenne. Non, l'adjectif n'est pas bon. Je ne sais pas si on peut parler de musique païenne, mais en tout cas une musique plus vivante, quelque chose de plus vivant, tandis que le negro spiritual est souvent était chanté a cappella et est né comme ça dans les chants a cappella. Alors comment vous expliquez aujourd'hui l'engouement en France pour le gospel, parce que le gospel est de toutes les fêtes, par exemple? Je suis moi-même très étonné. En venant des États-Unis, j'ai trouvé cet engouement et je me demandais ce qui se passait. Et je pense que ça vient de la joie que communiquent les chanteurs et de ce piment, je dirais, qu'il y a dans la musique, en fait. Cette joie est transmise par la musique. Il n'y a pas une forme d'amour qui est dans le gospel aussi? Qui se dégage, bien sûr, on l'a écouté tout à l'heure. Bien sûr. Au-delà de l'aspect religieux, je pense que les gens sont aussi attirés en tout cas par cette joie, ces émotions qui sont transmises. Alors vous avez fait partie du Golden Gate Quartet, oui, qui est le groupe américain le plus célèbre au monde de gospel. Oui. Alors comment un Français peut-il parvenir à intégrer ce groupe aussi illustre? Alors pour moi c'est un honneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis arrivé en France, je ne connaissais rien du tout, ni personne. Et puis, vous êtes arrivé d'abord de Guadeloupe, de Martinique? Non, des États-Unis en fait. D'accord. Mais vous êtes né où? Alors je suis né à la Martinique, je suis parti à la Jamaïque, la Trinidad, je me suis retrouvé aux États-Unis pour continuer mes études. Et arrivé, manque d'argent, justement, je ne connaissais pas les astuces pour en avoir. Et donc je suis arrivé en France. 2 ans après mon arrivée, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Le Golden cherche une basse. Est-ce que ça t'intéresse ?» Je lui ai dit « Mais ça ne va pas la tête. Qui suis-je, moi, pour intégrer le Golden Gate Quartet ?» Et c'était vrai. J'ai été introduit, présenté donc. J'ai auditionné et ils m'ont pris. Donc des souvenirs extraordinaires, une carrière qui démarre sur les chapeaux de roue. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez pu donc créer cette fameuse école. Et nous sommes allés vous voir dans une église au cours des répétitions. C'était plein d'émotions. Oui, absolument. On essaie les choses, allez, we praise you. On y va? Ça m'est venu simplement parce que je regardais les chorales à la télé, que ça avait l'air très bien, que ça avait l'air vachement heureux. Et qu'en plus, j'ai concrétisé la chose parce que j'ai eu la chance d'aller dans une université aux États-Unis et ils avaient entre autres une chorale de gospel et à l'occasion de ça, on a pu faire je suis entrée dans la chorale, voilà. Et à l'occasion de ça, on a fait une tournée sur la côte est des États-Unis. L'expérience avec TF Gospel dure depuis 2 ans. En fait, c'est une jeune chorale. Je crois qu'elle est née il y a 3 ans, d'autres structures, mais j'ai commencé avec TF il y a 2 ans. On a du mal à se dire, à projeter la voix, hein, c'est un travail très différent, et à bouger, à respirer et à rester juste. Et se dire, je m'amuse, c'est bien. On bouge et puis finalement après on perd le rythme, puisque les chefs de chœur insistent beaucoup sur le rythme. On connaît tous Happy Day, des choses comme ça, donc c'est de l'anglais forcément, mais il y a des versions en français, en créole et dans d'autres langues aussi. J'accompagne les choristes de Terry depuis déjà 3 ans, pour les répétitions également pour les concerts. Je suis pianiste de formation. J'ai commencé au sein de mon église en accompagnant l'assemblée, les réunions de prière, etc. Et puis j'ai fait mes premières armes au service du Seigneur. J'accompagne la chanteuse française Nicoletta. Et voilà, et plus ponctuellement je travaille avec... je fais les chœurs des fois de Garou, de Céline Dion, mais vraiment plus ponctuellement...
MC Solar, j'ai commencé avec Ophélie Winter au piano, enfin j'ai fait pas mal de petits trucs mais c'était beaucoup plus ponctuel mais Nicoletta c'est vrai que c'est la personne que j'accompagne régulièrement. Je vis ma foi à travers mon corps, je loue le Seigneur avec ma voix, avec mes mains, avec mes pieds, avec tout. Vous avez fait un adepte, hein, Pierre Cornette de Saint-Cyr. Nous acceptons tout le monde. Yvette Horner, vous avez regardé ce magazine, ce reportage avec énormément d'attention. Ça vous a donné des idées pour des projets futurs? Oui, justement, j'ai trouvé ce reportage, ces réponses, ce travail donné, avec beaucoup de talent, et c'est vraiment très intéressant. Ce sont des émotions, disons, qui prennent le cœur. Vraiment, très bien. Merci. C'était un message à Terry. Merci. Très bouleversant, je trouve. Vous avez eu un sacré défi quand vous avez décidé d'adopter l'accordéon, parce que vous rentrez dans un univers complètement machiste à l'époque. Je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas dire que c'est machiste, je ne peux pas me plaindre. Vous étiez finalement une femme émancipée, très, très moderne. Émancipée. Une jeune fille rangée qui est devenue une femme moderne. Voilà. Rangée, très rangée, et travailleuse surtout, ça c'est important. Parce que dans la musique, il n'y a jamais de fin. On apprend tous les jours, on apprend jusqu'à la fin de sa vie, on apprend toujours. Alors Yvette Horner, c'était presque un exploit sportif parce que vous étiez toute menue, et quand on sait combien pèse un accordéon, c'est très lourd, hein, plusieurs kilos. Oui, lorsque j'ai fait le Tour de France, au moins j'ai fait tout le tour avec un instrument de 12 kilos. Vous avez fait 12 fois le Tour de France? 11 fois. Un instrument de 12 kilos. Alors maintenant, bien sûr, c'est un instrument moderne, électronique, qui fait 8 kilos. Et je vole avec. Vous volez avec, mais vous utilisez vos doigts, parce que c'est ça c'est pour ça qu'on vous surnomme, je crois, la femme aux doigts d'or. Alors comment ça se passe pour les doigts? On doit les assurer quand on est accordéoniste? Oui, ils sont assurés, bien sûr. Pour des sommes très très importantes? Oui, bien sûr. Alors dites-nous tout. On est très indiscret ici, sur ce plateau, on veut tout savoir. Je peux répondre à pas mal de choses concernant mon travail, bien sûr, ma carrière. Je fais ma toilette des doigts tous les jours, j'appelle ça ma toilette des doigts. C'est-à-dire des exercices, on ne peut pas jouer sans préparation. Il faut toujours une préparation. Quel type d'exercice? Vous nous montrez? Les exercices, les gammes, surtout les tons, les arpèges, en tierce, en octave. Que vous connaissez bien, Ghislaine, sans doute. En octave, surtout les tons. En fait, vous travaillez la souplesse et la dextérité des articulations des doigts. Comme le danseur étoile, par exemple de l'opéra, va faire ses exercices à la barre tous les jours. Exercices à la barre. Comme un sportif va faire également ses exercices. Vous voyez bien dans le foot, l'entraînement. Alors, ça vous prend combien de temps, cette toilette des doigts, chaque matin? Mais toute ma vie. Non, mais ça vous prend combien de temps, concrètement? La toilette des doigts, ça me prend 1 heure quand même. 1 heure tous les jours, donc un dur entraînement. Mais je te raconterai, moi ça va être trop long, malheureusement il ne nous reste que quelques minutes. Alors je voudrais qu'on évoque quelque chose avec vous, Yvette Horner, parce que quand on parle de vous, on parle de votre joie de vivre, de votre fantaisie et aussi de votre excentricité. Ça vient d'où, cette excentricité? Vous avez relevé un nombre incroyable de défis, tous plus fous les uns que les autres. Je ne me vois pas excentrique, moi, je ne suis pas du tout excentrique. Si je peux aller faire une course avec un tablier de cuisine, parce que je ne sais pas faire la cuisine, mais... Non, c'était d'ailleurs René qui était devenue la fée du logis, parce que vous avez vécu toute votre vie une merveilleuse histoire d'amour avec René, votre mari. Une grande histoire d'amour exceptionnelle, un homme exceptionnel. Oui, bien sûr. Non, excentrique, non. Non. Et alors cette relation avec Jean-Paul Gaultier, racontez-nous comment... C'est lui qui est venu vers vous, qui a décidé de vous habiller? Ah oui, parce que je n'aurais pas osé demander quoi que ce soit. J'ai vu sur le journal Gaultier qui aimerait habiller un tel, et j'ai vu mon nom. Alors j'étais très honorée, bon c'est très bien, puis voilà, donc je l'ai laissé de côté, et puis
je n'y ai plus pensé. Et puis un beau jour, je reçois un coup de fil me demandant si je voulais bien, qu'il aimerait bien une rencontre. Et donc, j'aurais bien un rendez-vous. Alors, donner un rendez-vous, je me suis aperçu, j'ai constaté que c'est un homme, un styliste, un couturier vraiment de talent, un homme très simple, très très gentil. Et donc, il m'a fait la robe bleu-blanc-rouge. Ça a été pour la robe blanc-rouge, et puis il m'a habillée. Alors j'étais très bien dans ses vêtements parce que il connaît ma morphologie et donc il m'a laissé une certaine liberté pour jouer de l'accordéon. Alors, pardon de vous interrompre, Yvette, mais Pierre Cornette de Saint-Cyr, est-ce que cette robe bleu-blanc-rouge va faire partie de la vente du vide-grenier magique le 28 mai, puisque vous mettez aux enchères, le 28 mai, des centaines d'objets? Oui. Alors, est-ce que cette robe va y figurer? C'est un des lots? C'est un des lots, bien sûr. Mais ce qui est merveilleux avec Yvette, c'est que ce que j'ai découvert, c'est qu'elle ne parle que du futur. Il n'y a aucune nostalgie. Sa vie a toujours été un spectacle. Elle décide de vendre une partie de ce qui a été sa vie. Ça devient un spectacle. On va déjeuner ensemble. On nous passe un disque qui est quasiment de la musique techno, qui est absolument d'une énergie extraordinaire. Qui va devenir un grand succès. Tout ça est du présent, du futur. On ne se retourne pas sur le passé. Le passé fait partie du présent, du futur, de la vie. Et puis ce que François Ier disait, ce que femme veut, Dieu le veut. Je peux vous dire qu'on peut dire ce que Yvette veut, Dieu le veut. Parce que franchement, quand elle a décidé quelque chose, rien ne l'arrête. C'est aussi votre cas, Ghislaine, cette détermination et cette volonté qui vous anime. Tu avais une question à poser, Guillaume? Non, mais je voulais juste qu'on parle. Tu es très bavard, mais je voulais juste qu'on parle un peu de ce que vous allez céder, parce que c'est un monde extraordinaire. Tous ces objets qui sont tous en lien, ou la plupart en lien avec la musique. Oui. Et alors, bien sûr, comme j'ai déménagé, je ne pouvais pas mettre tout, parce que c'est presque les Galeries Lafayette, Moi, bon, j'ai reçu 500 cadeaux, n'est-ce pas, de partout, d'Amérique, de tous les pays. Donc, ce qui veut dire que Pierre est là, et je suis très, très contente. Il s'occupe, bien sûr, de cette... J'étais obligée de mettre en vente pour faire, disons, partager, car on me demande, je reçois beaucoup de courriers me demandant est-ce que je pourrais avoir ceci, je pourrais avoir cela, voilà. Donc il faut aller voir le 28 mai. Voilà. Oui. À 14h à Drouot, vous êtes de toutes les musiques. Pierre Cornette de Saint-Cyr est absolument de toutes les ventes les plus amusantes, comme les plus prestigieuses à Paris. On va terminer comment? On va pas se séparer. On va quand même demander à Guylaine si elle a un mot, un message à ceux qui ont dans la même situation que vous. Alors pour les futurs porteurs de projets, les futurs nouveaux talents, oui, s'ils sont vraiment dans des situations difficiles, qu'ils sachent s'entourer, qu'ils aillent prendre des informations près des chambres de commerce, etc. S'ils sont au chômage, qu'ils aillent à la NPE voir l'ADI pour avoir des aides, qu'ils sachent bien parler de leurs projets et qu'ils n'en aient pas peur pour avoir toutes les aides dont ils auront besoin. Voilà. Merci à vous tous. Merci Yvette. Merci Pierre Cornette de Saint-Cyr. Je voudrais juste dire quelque chose. On ne va pas se séparer tout de suite parce que ce mot, vous l'abhorrez, vous ne supportez pas. C'est le mot de la langue française que vous détestez le plus, Yvette Horner. Mais on va poursuivre. Voilà. On va poursuivre avec le chœur de Thierry François qui nous interprète Total Prez. Et quant à nous, on se retrouve demain à 11h30 pour la deuxième chance. Merci à tous. Oh